Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Cette semaine, plusieurs matchs. Metz Handball a surnagé face à Toulon avant de patiner un tout petit peu plus face à Dijon. Qu'à cela ne tienne, avec 2 victoires finalement à la clé, les Dragons continuent leur bon parcours en championnat, toujours dans une position de chasseur. On va voir ça pour évoquer ces matchs, mais aussi le futur de Metz Handball. J'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais 2 joueuses qui incarnent la jeunesse de l'équipe, à commencer par Fatima Camara. Comment ça va, Fatima ? Ça va, merci. Bienvenue sur ce plateau, on va pouvoir te découvrir un tout petit peu plus aujourd'hui. Et à tes côtés, Delia Golvet, que les supporters de Metz Handball ont aussi pu découvrir cette saison dans un rôle un petit peu de 15e joueuse. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci. Et en face, forcément, l'émission ne serait rien sans ses chroniqueurs, à commencer par Arthur Carmier de Let's Go Metz. Salut Mathieu, salut à tous. Et Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord. Bonjour tout le monde. On a pas mal de choses à évoquer. Je vous propose qu'on commence par l'actualité la plus récente avec les 2 matchs face à Toulon et Dijon. C'est notre première mi-temps. Samedi, après la trêve internationale, Metz Handball retrouvait les arènes et le public, venu nombreux, a pu se délecter d'une performance pleine des Dragons. Delia, toi tu étais dans le public pour ce match. L'équipe n'a pas laissé beaucoup de place au doute, 23-7 à la mi-temps. Ça dit quelque chose en termes de domination par rapport à cette équipe toulonnaise. Ben oui, ça fait énormément plaisir de retrouver cette atmosphère aux arènes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué aux arènes et que le match se déroule de la sorte. Ça fait plaisir de voir les filles jouer avec le sourire, avec pas une facilité, mais avec autant de joie sur le terrain. C'est toujours agréable de les voir jouer comme ça. Arthur, l'attraction, c'était le 10 sur 11 de Chloé Valentini en une mi-temps. Elle était partie sur des bases astronomiques. On va pas banaliser, on va pas faire les blasés sur ce plateau. Chloé Valentini, elle met des trucs incroyables toutes les semaines. Mais là, nous mettre un petit 10 sur 11 en une mi-temps, on sent qu'elle est en mission. C'est assez exceptionnel. Quand on finit un match avec 10 buts, on se dit wow, c'est déjà génial, extraordinaire. Mais d'en mettre 10 en une mi-temps comme ça, en plus à quasiment 100% de réussite avec un tout petit échec, c'est tout simplement prodigieux. On va peut-être revoir après cette petite interview d'après-match où tu as un petit peu plaisanté avec elle. Elle était sur des bases pour mettre 20 buts. Je sais pas si on se rend compte forcément comme ça. Pour une ailière de surcroît, hein, on sait que les ailières, c'est pas toujours les plus grandes buteuses d'une équipe. Là, à Metz Handball, c'est devenu une tradition presque. C'est ça, c'est devenu un petit peu une tradition. Chloé Valentini a un petit peu révolutionné, le mot est peut-être fort, mais elle a un petit peu fait évoluer l'importance de ce poste-là grâce à sa capacité à se projeter très vite vers l'avant sur grand espace, mais aussi avec des duels comme ça, elle maîtrise face à la gardienne. Son lob aussi, c'est une valeur sûre. Vraiment, elle a le package complet et en bonne capitaine, elle a bien mené ses troupes, certes face à une adversité moindre, celle de Toulon, mais elle a vraiment fait une partition exceptionnelle en 30 minutes. J'ai pu échanger un tout petit peu avec elle à la fin du match. Le sourire était bel et bien présent pour saluer sa performance personnelle, mais aussi la performance de l'équipe. On l'écoute. Personnel, tu fais une première mi-temps assez exceptionnelle. Il y avait un record à aller chercher, tu voulais faire un record personnel. Là, si on te laissait jouer 60 minutes, c'était 20 buts. Comment ça se passe ? Non, pas du tout. Je suis fière de nous. Il fallait qu'on ait un match après la trêve. C'est toujours compliqué de revenir dans un rythme. On s'est quitté contre ATH où on a fait quand même une première mi-temps très très moyenne. On se doit de rater plus aucun match pour avancer, pour aller chercher des matchs très importants qui vont arriver. Et c'est sur des matchs comme ça où il faut qu'on prenne vraiment les choses sérieusement. Et c'est ce qu'on a fait ce soir et je suis vraiment satisfaite de l'équipe. Ce soir, on peut aussi dire que toute l'équipe a travaillé. On a vu beaucoup de rotations, on a vu des enclenchements très différents. On a vu aussi en face Toulon qui tentait des choses. Ça vous a permis de tester, de voir comment l'effectif pouvait évoluer. C'est important pour la poursuite de la saison de faire des matchs comme celui-ci. Oui, clairement, c'est super important. C'est vrai que Toulon a essayé de jouer à 7. On a eu quelques difficultés au début. On a su se réguler, donc elles ont vite arrêté. Chris a mis beaucoup de buts sans gardienne. C'est important aujourd'hui d'être aussi plus exigeante avec nous-mêmes, individuellement, collectivement, pour pouvoir être prête quand il le faudra. Thomas, on l'a entendu, il y a eu beaucoup d'adaptations du côté de Toulon, une tentative de jeu à 7, des jeux totalement différents, mais rien n'y fait. Metz Handball, quand c'est lancé comme un rouleau compresseur, on ne peut pas vraiment empêcher les Dragons de marquer des buts. But vide, but ouvert, il y a tout ce qu'il faut et ça marque et ça gagne. Mais bravo à Toulon,
Bravo à Toulon d'avoir tenté Ouais. des choses, d'être venu aux arènes sans vouloir essayer de bloquer, Mm. puisque de toute façon, le jeu messin, en championnat aux arènes, il est très difficile à bloquer. Moi, je regardais Chloé Valentini en est l'illustration, et dans le petit enchaînement des buts que l'on voyait, regardez les tirs, c'est des tirs qui partent où elle s'élance vraiment de son corner, c'est des tirs décroisés, c'est des tirs croisés, c'est des tirs tendus, c'est des lobes. Donc effectivement, comme ça, il- quand vous savez que vous avez affaire à des joueuses comme ça, avec une telle palette, ça va être difficile de rivaliser quand on est une équipe comme Toulon qui essaie avant tout de se maintenir. Donc Toulon a tenté des choses, il faut les féliciter. Pour du spectacle, il faut deux équipes aussi. Et Toulon est venu avec l'envie de jouer. Malheureusement, ça s'est peut-être un peu retourné contre Toulon parce que ça a permis à Metz de dérouler. Mais souvenez-vous que l'an dernier, c'est une équipe qui avait accroché Metz en championnat, hein. Metz en était sorti de peu là-bas. Un tout petit but en Ouais. fin de match, ouais. Donc, elles ont tenté, elles ont perdu, mais bravo à elles quand même. Fatima, cette domination, ça t'a donné l'opportunité de rentrer en jeu, de participer quelque part à la fête de samedi. Tu as été déjà rentré en jeu avec les Dragons en tout début de saison. Là, tu es revenu depuis la blessure de Camille Depuget. Comment tu t'es senti sur le terrain dans un match comme celui-là qui avait l'air, tout le monde était un petit peu sur un nuage? Bah, franchement, quand je suis rentrée sur le terrain, j'étais un petit peu stressée. Mais après, les filles m'ont beaucoup encouragée. Et quand j'étais dans le but, j'étais beaucoup concentrée. J'étais un petit peu frustrée sur le fait que je touche la balle 2 fois, mais que la balle allait rentrer. Mais je suis quand même contente de moi. Et voilà. Toi, ça te permet aussi de travailler, de marquer un petit peu un cap supplémentaire. Tu as l'habitude de jouer avec l'équipe de National 1 féminine, aller jouer avec les Dragons dans des matchs de Ligue Butagaz Energy, c'est quand même autre chose, c'est une autre atmosphère aussi. Oui, c'est un tout autre monde et c'est un autre niveau parce que c'est sûr que c'est pas le même niveau que la N1. C'est plus dur et voilà, franchement, après, c'est une grosse opportunité pour moi et j'en suis contente du coup d'avoir pu au moins jouer un petit peu contre tout le monde. En tout cas, à la fin, c'est un match réussi pour toute l'équipe, 43-20 pour le score final. On va passer à l'autre rencontre de la semaine, c'était ce mercredi à Dijon, avec une ambiance un tout petit peu différente, puisque les Dragons étaient menés 20-16 à la mi-temps. Elles n'étaient pas au top de leur jeu face à l'équipe de Manuela Dos Reis ou encore d'Ilona Di Rocco. Fatima, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a pêché sur la première partie de rencontre, qui a amené les Dragons à devoir aller chercher un petit peu plus loin pour l'emporter? C'était une première mi-temps assez compliquée. En défense, c'était un peu compliqué pour les filles. Elles se faisaient beaucoup des fois transverser au centre. On a vu une photo de Chloé Valentini qui était prise par 4 joueuses. Ah oui, Forcément, c'était une on défense court pas de la même manière avec 4 joueuses sur le dos. Ouais. C'était une défense très agressive. Elles avaient quand même, c'est quand même une équipe qui a un gros caractère en défense. Mais après, au tout début de la deuxième mi-temps, les filles, elles sont directement remises dans le bain. Elles ont directement remis de l'agressivité. Derrière, il y avait Atadou aussi qui faisait beaucoup d'arrêts. Ça redonnait de l'énergie en plus à l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a pu après passer devant. Et voilà. Thomas, cette situation d'être à la traîne un petit peu à la fin de la première mi-temps, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu assez récemment avec le match à Strasbourg, où alors c'était un contexte un petit peu différent, une ambiance différente aussi, mais où Metz Handball n'avait pas réussi à mettre son jeu en place correctement. Il a fallu attendre un petit coup de semonce à la mi-temps et de repartir de la bonne manière en deuxième partie de match. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'inquiète un petit peu de voir les Dragons parfois patiner sur les entames de match? Pas spécialement, ça fait 2 fois en 3 journées, effectivement, mais je sais pas si on peut faire une comparaison entre le match de Strasbourg, enfin d'Arenheim, et celui de Dijon cette semaine. Strasbourg, il y avait un côté festif est peut-être pas le mot, mais il y avait un côté événementiel, Ouais. peut-être plutôt, qui fait que Arenheim voulait être au rendez-vous, voulait être vraiment exact au rendez-vous, a tout donné sur la première mi-temps. Puis ensuite, Metz étant au-dessus à tout point de vue, a logiquement pris le dessus. Là, on parle de Dijon, qui est peut-être pas une équipe de tout premier plan en Ligue féminine, mais c'est quand même une équipe installée. C'est une équipe de qualité, qui est pas si loin que ça des premières places, qui est un peu dans le deuxième tiers, voilà, du championnat. Et ces matchs-là, si vous ne les attaquez pas effectivement pied au plancher, l'adversaire qui se dit
qui est peut-être un peu attentiste en début de match, prend confiance au fur et à mesure de la rencontre. Et ces matchs-là, ils sont toujours très piégeux parce que une saison, c'est savoir gérer ses temps faibles aussi. Et en ce moment, on est peut-être un petit peu dans un temps plus faible parce que la Ligue des Champions est sur pause, parce que le calendrier est un peu saucissonné par les trêves internationales. Et donc effectivement, s'il y a des petites scories, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, du mal à poser le rythme, un adversaire, des supporters adverses qui prennent confiance également. Dans ces cas-là, faut pas réfléchir, hein. L'objectif, c'est d'en mettre un de plus, hein. Rien de plus, de pas se prendre la tête, voilà. C'est ce que dit souvent Emmanuel Mayenad, Voilà. hein. Il s'en fiche un petit peu de savoir si on a mis plus 10 à un moment donné dans le match. L'important, c'est qu'il y en ait toujours un de plus à la fin de la rencontre et que le match soit gagné. Si Metz Handball avait besoin d'améliorer sa différence de but générale, oui, ça aurait peut-être été ça aurait peut-être rajouté une forme de pression. Là, c'est pas le cas. Et puis finalement, bon, ça gagne de peu, mais la mission est remplie. Arthur, on pourrait parler, en tout cas du côté des réussites, les 10 buts marqués par Sarah Bouktit. On a vu tout à l'heure sa roucoulette contre Toulon qui était savoureuse. Elle a continué sur la même lancée face à Dijon. On pourrait parler des autres réussites, les 8 réalisations de Christian Jorgensen. Mais ce que j'ai envie de retenir, moi, c'est le 5 sur 5 d'Emma Jacques en 1 minute de jeu. Elle allait mettre les jets de 7 mètres. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Alors évidemment, j'ai pas eu la chance de voir ce match. J'étais ni à Dijon et c'était pas diffusé, donc comme tout le monde, j'ai fait mes devoirs et j'ai regardé les statistiques avant. Je me suis dit tiens, c'est pas possible, elle a pas joué 1 minute, Emma Jacques. Mais en regardant le détail, je me suis rendu compte qu'elle avait effectivement inscrit 5 G de 7 mètres à des moments très importants à un moment très important du match. Elle a grandement aidé les Dragons à faire la bascule pour repasser en tête. Faut en avoir quand même dans la tête pour réussir à ce moment-là, quand on ne joue pas, quand on n'a pas joué du match. On s'est souvent posé la question avec Emma Jacques cette saison de se dire mentalement, est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle va réussir à passer ce cap avec peu de temps de jeu, peut-être des moments où c'était très compliqué. Là, la retrouver dans l'exercice du jet de 7 mètres, ça prouve une force mentale et une volonté d'aller de l'avant. Très clairement, très clairement. Et je pense qu'avec ce type de performance, c'est certes l'histoire d'un match, mais ça montre que Emma Jacques, elle peut avoir son rôle dans cette équipe. C'est difficile d'être très efficace avec un temps de jeu réduit. Il faut là c'est même carrément de l'efficience. Il faut être absolument parfait, être à 120% sur ton temps de jeu réduit. Et un peu donner tout ce que tu as, mais c'est une belle solution. On sait que parfois à Metz Handball ça peut tourner les G7 mètres en fonction de la réussite des unes et des autres. Christian Jorgensen et Sarah Bouktit sont les tireuses principales. On a 2 en début de saison. On a Alina Gracels aussi. Alina Gracels, peut-être maintenant à 4. Il y a de plus en plus d'options. Il y a de plus en plus d'options et c'est forcément positif. En tout cas, très content pour Emma Jacques qui peut un peu gagner de la confiance avant des rendez-vous importants. C'est sûr, les rendez-vous importants vont pas manquer. En tout cas, malgré la difficulté, ce match à Dijon, c'est une victoire, 31-34. Et au classement qu'on va voir immédiatement, Metz Handball continue de jouer le rôle du chasseur derrière le leader brestois. La prochaine étape, c'est un match contre Nantes, 3e, un match clé de la saison de Metz Handball. Ce sera le 27 mars aux Arènes. On va justement jeter un œil au programme de la fin de saison qui est particulièrement dense. Il y a 7 matchs avec un principal point d'attention, bien sûr la réception de Nantes, le déplacement à Brest, le déplacement également à Paris 92, donc des matchs aussi à l'extérieur qu'il va falloir bien négocier. Et on remarque aussi qu'il y a tout le top 5 à jouer. Mesdames, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette fin de saison? C'est particulièrement relevé. Metz Handball est dans une situation où il faut absolument tout gagner pour pas se mettre en difficulté et espérer soulever le trophée à la fin. On va pas s'ennuyer. Oui, c'est une fin de saison qu'on attend toutes, je pense. Le prochain match, c'est le match contre Nantes, à la maison. Je pense que c'est un match très important, surtout chez nous. Je pense que ce sera le match qui va nous permettre de voir plus loin et de se projeter encore plus sur le match de Brest. Je pense qu'il est dans la tête de toutes les filles. Il va arriver vite et je pense que on est déjà focus sur ce match et sur les prochains matchs à venir parce qu'ils seront tous importants.
De toute façon, il y a une vraie dynamique à mettre en place parce qu'il y a ce match contre Nantes, le match contre Brest, la Ligue des Champions qui va arriver avec de grosses échéances aussi. C'est la dernière ligne droite finalement. Et on peut se dire, mais quand est-ce qu'elles ont pu souffler cette saison? Même pour vous, hein, qui êtes aussi partie prenante des équipes de France jeunes, le calendrier, il est assez fou parfois. On se dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à se lancer sur la dernière ligne droite? Fatima, toi, tu le sens comment ce calendrier? Franchement, il est bien. Là, les filles, elles sont en repos pendant 4 jours. Après, on repart du coup la semaine prochaine sur une semaine assez bien chargée, avec des bons entraînements pour préparer du coup les matchs. Après, après les matchs qui vont arriver, il y a les stages aussi qui vont continuer, qui vont poursuivre. Et c'est vrai qu'en ce moment, la charge, elle est importante, mais il faut être prête pour les gros matchs qui vont arriver, quoi. Messieurs, vous, le calendrier, vous le voyez comment? Metz Handball dans l'obligation de tout gagner. Oui. Metz Handball dans un marathon un petit peu final qui commence assez tôt. Donc ça va être quelque chose, je pense. Marathon, oui et non, hein. Parce qu'en championnat, il reste qu'un seul match en mars. Il y aura qu'un seul match en avril. Et puis le match de Brest qui va arriver, je crois juste après le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le marathon, finalement, il va vraiment commencer à partir du mois de mai. La Coupe de France aussi, attention. Et la Coupe de France aussi, ouais. Donc le marathon, ça va vraiment être le mois de mai. Ça va surtout être ça. Donc quand je parlais tout à l'heure de gestion des temps un peu plus faibles, c'est vrai que là, la fin mars, le mois d'avril, ça va peut-être être un rythme un petit peu différent, mais il faut que ça puisse permettre à l'équipe véritablement de pouvoir préparer son sprint final qui va durer de la fin avril jusqu'à la finale de la Coupe de France. Et de recharger un petit peu les batteries, parce que, comme tu le disais, Mathieu, c'est pas un marathon, parce que le marathon, c'est toute la saison. Là, c'est les derniers kilomètres, voire même les derniers hectomètres du marathon. Ça va être vraiment assez exceptionnel. Comme le disait Delia, le match de Nantes peut déjà être une première bascule. On peut supposer que Metz Handball aura un petit avantage sur cette équipe de Nantes, rien que parce que on est aux arènes, et aux arènes, c'est pas la même musique, c'est très difficile de matcher le niveau de Metz Handball. Encore faut-il faire le match, mais ça on n'y est pas encore. Ce sera dans quelques jours désormais. Et on a tous en perspective ce match à Brest qui est une finale avant l'heure du championnat de France. On a vraiment hâte. Il y aura déjà ce test la semaine prochaine sur la Coupe de France avec déjà un déplacement à Brest. Mais Handball n'avait pas eu le tirage le plus évident dans cette affaire-là, mais ça va permettre aussi de se tester en vue des trophées de fin de saison. Ça indique quelque chose. Et ça peut permettre aussi, comme tu le dis, déjà d'aller chercher peut-être un trophée et une finale dans la nouvelle Adidas Arena, il me semble, de Coupe de France, mais aussi un petit peu marquer les Brestoises au fer rouge et reprendre l'avantage psychologique qui a peut-être été un petit peu perdu au match aller avec cette très courte défaite. Mais à Metz Handball, les fins de saison comme ça, on a l'habitude de mener le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un ticket à aller chercher au Final Four. On va pas se plaindre de ce petit suspense, si tant est qu'à la fin, il y a une petite célébration à un moment ou à un autre, on crachera pas dessus. En tout cas, nous allons continuer à évoquer les diverses actualités autour de Metz Handball. Et avant cela, on va prendre notre souffle quelques instants. C'est l'heure de la pause, ne quittez pas. Nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag avec nos invités du jour, Delia Golvet et Fatima Camara, la jeunesse de Metz Handball, les deux joueuses qui ont certainement le plus de temps de jeu avec l'équipe des Dragons venue de l'équipe de Nationale 1 et de la formation Messine. Et nous sommes également toujours avec nos chroniqueurs Thomas Alavaux de France Bleu et Arthur Carmier de Let's Go Metz. Nous allons parler quelques instants de l'équipe de Nationale 1 et aussi de l'avenir de Metz Handball. C'est notre deuxième mi-temps. Et nous allons, comme je vous le disais, évoquer cette équipe de Nationale 1, le centre de formation de Metz Handball également. Mais avant tout, je vous propose de revenir sur le profil de nos deux invités du jour. Et on va commencer par toi, Fatima. Tu es gardienne de but, tu es une vraie Mosellane, tu es née à Sarrebourg. Des handballeuses mosellanes, ça fait toujours plaisir. Tu es née en 2004, ce qui va pas forcément nous rajeunir tous. Tu as 19 ans autour de cette table, ça nous rappelle des beaux souvenirs. Tu mesures 1m74 et on retrouve des sélections
en équipe de France U17, U19. Tu fais aussi partie des sélections U20 désormais. On se souvient de ta participation à l'Euro l'été dernier. Cette saison, tu as fait tes premières apparitions avec les Dragons en profitant avec des très très gros guillemets d'une blessure d'Atadou Sakho au tout début de la saison. Et tu es revenu là récemment en l'absence de Camille Depuiset depuis le match contre Strasbourg. Tu es rentré en jeu lors de 6 matchs à ce jour. Fatima, ces apparitions finalement avec l'équipe première, c'était pas tout à fait prévu en début de saison. Tu t'attendais pas forcément à rentrer en tant que numéro 3 avec des blessures. Comment est-ce que tu le vis, ces deux passages, celui en début de saison peut-être où tu as découvert, et puis là où tu reviens pour prêter main forte? Bah alors, au début de la saison, quand j'ai joué pour la première fois, du coup, avec les Dragons, j'étais vraiment, mais vraiment stressée parce que c'est vraiment un autre monde. Le fait de basculer de la N1 en D1, ça change énormément pour moi, surtout avec le poste en tant que gardienne. C'est vrai que jouer avec Metz, qui est l'un des plus grands clubs européens, c'est des entraînements assez intensifs avec des joueuses vraiment très concentrées et vraiment très sérieuses aux entraînements. Les entraînements sont toujours très dynamiques. Et c'est vrai que pour moi, au début, j'étais un petit peu perdue dans le but parce que quand tu vois des tirs un peu des joueuses expérimentées. Il y a des sacrés bras en face. Hein. Ouais. Et du coup, bah, après, au fur et à mesure des entraînements, j'ai su m'adapter. Et même tout au long de la saison, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Nina, tout ça. Et là, la deuxième partie, enfin, là, actuellement, quand je suis avec les pros, aux entraînements, tout se passe bien. Au début, j'appréhendais un petit peu parce que le fait de revenir avec les pros, alors qu'avant j'étais avec la N1, c'est sûr qu'après, du coup, le niveau, c'est pas pareil. Mais au fur et à mesure des entraînements, j'ai su être dans le bain. Et puis voilà. On le sait, c'est une expérience un petit peu à durée limitée. Hein. Camille Depuiset était sur ce plateau la semaine dernière. Elle a hâte de revenir et de reprendre sa place dans les buts. Quel est ton objectif à toi? Essayer de prendre le plus d'expérience possible, montrer que tu es capable de t'élever à ce niveau-là. Tu essaies de profiter de chaque moment aussi. Quel est le sentiment qui prédomine par rapport à cette séquence où tu joues avec l'équipe première? Bah, quand je suis avec l'équipe première, bah, je me dis déjà que chaque entraînement pour moi est important, que je dois toujours saisir l'opportunité du coup de progresser, de beaucoup questionner du coup Atadou. Et pour moi, c'est vraiment une grosse opportunité du coup de jouer avec l'AD1 parce que du coup on prend un peu plus d'expérience et, et c'est important aussi pour moi du coup pour la poursuite de De la saison et de ta saison, carrière aussi, de ma carrière, forcément. oui. Forcément. Delia, je t'ai vu sourire pendant le portrait de Fatima. Tu vas y passer également, c'est ton tour. Toi, tu es né en octobre 2005, ce qui nous rajeunit pas beaucoup plus finalement que la date de naissance de Fatima. En revanche, si ta voisine est une vraie Mosellane, toi, tu viens d'un tout petit peu plus loin, mais ça nous va tout aussi bien. Tu es Mosellane d'adoption désormais. Tu es né à la Trinité en Martinique. Tu mesures 1m64 et tu joues au poste de demi-centre. Enfin, demi-centre, même si lors de tes 16 apparitions avec mes handball, tu as apparu en tant qu'arrière droite, arrière gauche. On t'a vu un petit peu dans tous les rôles possibles pour combler les besoins. On sait, tu es capable de faire des pirouettes sur les postes de base arrière. Est-ce que c'est un petit lien avec ton passé de gymnaste peut-être? C'est quoi cette histoire? Tu t'y attendais pas à celle-là? Non, non, non. Je sais pas si c'est un lien, mais oui. Du coup, je peux effectivement être sur les 3 postes de la base arrière en fonction de s'il y a des blessures ou autres, mais normalement, je suis demi-centre de formation, si on peut le dire. Mais arrière gauche, arrière droite, je peux donner un coup de main. Il n'y a Ça pas de dérange préférence, pas. tu sais? Arrière droite parce que je joue beaucoup plus souvent à droite du coup maintenant, mais les 3 postes me vont. Alors c'est aussi cette saison, on t'a vu remplacer en tout début avec le tournoi international. Finalement, tu es devenue la joueuse numéro 15 de l'effectif, entre guillemets. C'est toi qui viens avec l'équipe sur les matchs de Champions League où la feuille de match est un petit peu plus large. À quel moment ça s'est décidé, cette relation avec le groupe où tu allais être peut-être un petit peu plus avec l'équipe des Dragons qu'avec l'équipe de N1 et où tu allais pouvoir les suivre dans les déplacements et intervenir en cas de besoin? Je sais pas si ça a été une décision autre, mais en tout cas pour moi ça a été une surprise et que le staff pro arrive à me faire confiance et à m'intégrer dans le groupe professionnel.
Je suis hyper reconnaissante par rapport à ça parce que c'est que ma deuxième année au centre de formation et je suis encore jeune et je pense que c'est une expérience incroyable que d'être avec des filles pros d'un niveau international pour la plupart, m'entraîner tous les jours avec elles, vivre pas tous les jours mais partir en déplacement avec elles, voir comment elles vivent, etc., etc. Je pense que ça m'apporte énormément d'expérience et pour ma carrière future, je l'espère, je pense que ça m'apportera beaucoup. En tout cas, pour moi, j'essaye de prendre le plus de plaisir aux entraînements, de me donner à fond tous les jours en muscu et je pense que c'est comme ça que je vais réussir à progresser. Alors, on l'a dit, hein, vous avez toutes les deux une attache avec cette équipe de National 1 qui est gérée, qui est dirigée par Nina Canto. Arthur, cette équipe, tu la connais bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne cette saison? Bah, c'est une équipe, bah, forcément, c'est la réserve de mes handball. C'est une équipe essentielle parce que le centre de formation de mes handball, d'année en année, bah, c'est une des grandes forces du club. Si on regarde dans les récentes générations, il y a énormément de joueuses qui sont sorties de ce centre de formation, Sœur Canor, Méline Nocandi, etc., etc. On pourrait faire toute une émission sur ce centre de formation. Et ben, on a deux exemples avec Fatima et Delia qui toquent un petit peu à la porte de cette équipe première. La réserve, bah, cette saison, elle est deuxième, solidement installée, j'ai envie de dire, entre les deux équipes de Besançon. Un sandwich. C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est les deux seuls matchs que Metz a perdu à l'extérieur cette saison. Si on ajoute aussi une défaite à domicile contre Villemont, sinon Metz Handball a tout gagné. Et cette équipe a parfois fait face à des absences. Forcément, quand il y a Delia, par exemple, qui monte avec les pros, elle n'est pas nécessairement disponible comme Fatima. Ou même les autres aléas et blessures. C'est toujours plus compliqué quand c'est une équipe réserve parce qu'on fait énormément monter de jeunes joueuses aussi. Et il y a toujours un cap qui est donné, qui est bien donné par Nina Canto. Et le but n'est pas tant dans les résultats, même si forcément dans la victoire on apprend, mais on apprend aussi parfois dans la défaite. Et l'intérêt de cette équipe, c'est que les joueuses bah, deviennent des futures joueuses professionnelles. L'idéal, c'est que ce soit à Metz Handball, mais si on a des joueuses qui peuvent s'épanouir dans d'autres clubs de Ligue Butagaz Énergie, voire même en D2 féminine. On peut penser à Mélissa Maurice, par exemple, qui n'avait pas été gardée par Metz Handball et qui arrive à briller, qui a brillé en D2F et qui va jouer en Ligue Butagaz Énergie la saison prochaine. Et là, dans ce cas, le travail du centre de formation, il est réussi et abouti. Mais on veut le plus de joueuses possible formées au club avec Léa. Je vous propose de jeter un œil au classement de cette Nationale 1. Arthur l'a un petit peu dépeint, mais Handball est en sandwich entre les deux équipes de Besançon, Palante en première ligne et l'ES Besançon, la réserve de l'équipe de Ligue Butagaz Énergie ensuite. Il y a eu 3 défaites en tout, une à domicile, 2 à l'extérieur. C'est une saison qui n'est pas de tout repos, avec des blessures, avec des différents aléas, mais c'est une saison qui se passe plutôt bien puisqu'elle est formatrice, elle permet aux équipes de se placer. Fatima, c'est toi qui as le plus évolué finalement avec cette équipe de NAF. Delia n'a pas été présente très très souvent avec le calendrier des Dragons. Qu'est-ce que tu en tires toi de cette saison? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une saison qui remplit ses objectifs ou il y a quand même les regrets de ces défaites contre les deux équipes de Besançon et Villemomble? Bah, c'est vrai qu'au début de la saison, on a beaucoup travaillé ensemble. On avait comme objectif du coup de faire une saison parfaite. Mais on est une équipe très soudée, qui travaille beaucoup, qui se donne beaucoup à fond aux entraînements. Et pendant les matchs, on s'encourage énormément. Il y a beaucoup de joueuses avec qui on s'encourage beaucoup. Je trouve que on fait une bonne saison, malgré du coup nos 3 défaites. Entre-temps, on a eu des blessures. On a eu une joueuse qui est partie. Ça fait que du coup, l'effectif, il était plus réduit. Mais même quand l'effectif était réduit, on a vraiment été soudés et on a vraiment du coup toujours voulu gagner tous nos matchs. Et puis voilà. Arthur évoquait le fait que parfois il y a des joueuses qui montent avec l'équipe première et que ça peut dépeupler un petit peu l'équipe de N1. À ton poste, c'est pas tout à fait le cas puisque vous êtes 3. C'est un peu la spécificité. Tu partages le poste avec Eliana Rodrigo da Costa et Léane Gonzalez. Comment ça se passe avec ces 2 autres joueuses? Comment est-ce que vous trouvez votre équilibre toutes les 3? Bah, franchement, ça se passe bien avec les 2 autres. C'est des joueuses qui travaillent beaucoup aussi aux entraînements. Des joueuses très sérieuses.
Après, c'est vrai que niveau temps de jeu, c'est pas tout le temps assez réparti. Mais puis voilà, quoi. C'est des filles qui travaillent très bien. Alors, il y a la spécificité, peut-être d'Elia, vous êtes sous la houlette d'une ancienne joueuse professionnelle. Alors, on l'a dit déjà et redit, vous êtes relativement jeune. Vous avez peut-être pas beaucoup connu Nina Canto en tant que joueuse. Vous la connaissez aujourd'hui en tant que coach. Et elle a pas perdu, pardon, ses réflexes d'ancienne joueuse, son esprit de cohésion d'équipe, son esprit de groupe. Et ça se ressent aussi sur le banc. C'est une coach un petit peu à part, finalement. Mais déjà, je pense qu'elle a l'amour du club parce que Metz Handball, je pense que c'est devenu plus qu'un club pour elle, c'est une famille. Et je pense qu'en fait, elle essaie de nous transmettre tous les jours les valeurs du club. Et elle est tellement à 100% dans le club que ça se ressent dans ce qu'elle veut nous apporter tous les jours à l'entraînement, dans l'énergie qu'elle met dans ses discours de match, dans l'énergie qu'elle met à nous encourager sur le terrain. Et c'est une coach qui est beaucoup dans le je vous donne, et en fait, et je pense que notre équipe, c'est ce dont elle a besoin. Et ça se ressent sur le terrain que quand elle donne beaucoup d'énergie, ben, on met beaucoup d'énergie à jouer et on prend énormément de plaisir à être coaché par une coach comme ça. Ça va être un petit peu différent de certains autres coachs qui sont peut-être un petit peu plus traditionnels. Elle vient avec une approche vraiment différente du jeu. En tout cas, Thomas, ça a toujours été la clé de voûte finalement de Metz Handball, cette formation. On peut regarder rien que dans le passé proche, même dans le présent. Dans l'équipe actuelle, il y a Sarah Boutit, il y a Zalia Tamlamali, il y a Emma Jacques, il y a Julie Leblévec. Voilà, les joueuses ne manquent pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, on peut parler de Méline Nocandi, on peut parler des Sœurs Canor. Sans ce centre de formation-là, Metz Handball, ce serait beaucoup plus dur. Il faudra aller chercher des joueuses extérieures, les payer cher, etc. À Metz Handball, ça a toujours fonctionné, ça a toujours réussi. On a toujours trouvé les joueuses qu'il faut pour l'effectif premier. Former, c'est une chose. Il ne s'agit pas de dire on veut faire de la formation. Former pour le très très haut niveau, en revanche, c'en est une autre. Et quand on regarde la densité, surtout des joueuses de haut niveau qui sortent de son centre de formation, alors il y a les exemples Méline Nocandi qui sont en équipe de France, mais regardez également le nombre de joueuses formées à Metz et qui jouent aujourd'hui dans d'autres clubs de Ligue Butagaz Énergie. On a revu Ilona Di Rocco avec Dijon, il y a Emmanuel Augustine qui va revenir la saison prochaine. Et puis, Clément Alcacer et Yacine Messaoudi, également, qui entraînent des équipes de ligue féminine. Qui ont fait leurs armes, finalement, avec la réserve de Metz Handball et qui sont allés un petit peu voilà. ensuite. Et qui sont totalement à leur place à ce niveau-là. L'histoire c'est un patrimoine, en fait, la formation du Metz Handball, parce que l'histoire du club a commencé à s'écrire parce qu'il y avait à Metz une culture du handball, et puis parce que la première équipe qui a remporté, enfin les équipes qui ont remporté les premiers titres du club, c'était finalement que des joueuses du cru, que des joueuses formées localement, que des joueuses originaires également du coin. Aujourd'hui, la formation, c'est aussi une nécessité, parce qu'effectivement, en Ligue des Champions, on croise très souvent des contre-exemples d'équipes bâties brique par brique, à base de gros salaires. À Metz, la philosophie est nécessairement différente, mais tant qu'il y aura une formation aussi pointue, aussi exigeante, tant que ce centre de formation continuera d'être confié à des personnalités qui font référence également. Nina Canto, même si vous l'avez peut-être pas forcément vu jouer, sa notoriété, sa carrière la précède auprès des joueuses qui l'ont pas forcément vu jouer. Tant qu'il y aura tous ces paramètres-là, eh bien l'équipe continuera de pouvoir avoir des ambitions, effectivement. En tout cas, il y a aussi une vie pour celles qui ne percent pas à Metz Handball. Je profite de cette thématique que nous abordons pour saluer Laura Godard, titrée ce week-end. Elle était au centre de formation auparavant. Elle a été capitaine de cette équipe de N1F et elle a été titrée en Coupe d'Allemagne avec les Tussis de Metzingen ce week-end. Ce qui veut dire que même quand on ne perce pas, quand on signe pas à Metz Handball, il y a une possibilité de faire une belle carrière ensuite. J'avais prévu d'évoquer avec vous la Ligue des Champions, mais le temps nous a un tout petit peu compté. Donc on va accélérer un petit peu l'émission et parler de la conférence de presse dans quelques instants. Vous inquiétez pas, la Ligue des Champions, on l'évoquera la semaine prochaine puisqu'il y a ce premier match entre le CSM Bucarest et le Krim Ljubljana. On l'observera un petit peu plus à la loupe dans le prochain Dragon Mag. On passe tout de suite à la conférence de presse.
Alors Delia, ma première question, elle va être pour toi et j'ai envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite. On t'a énormément comparé à Méline Nokandi, on l'a un peu entendu de tous les côtés dès que tu as fait ta première apparition avec les Dragons. On a dit ah, c'est la future Méline Nokandi. C'est pas forcément une vérité absolue puisque vous avez quand même une façon de jouer, une manière d'être qui est différente et puis on n'est pas toujours fan de chercher des futurs de quelque chose. On a envie d'être soi-même. Tu l'avais dit d'ailleurs au Républicain Lorrain, tu as envie de te faire connaître sur ton propre nom et tes propres qualités. Comment est-ce que tu vis avec ces comparaisons et aujourd'hui, maintenant que les gens te connaissent un petit peu plus, est-ce que tu arrives un petit peu à t'en débarrasser? Je pense qu'on nous a beaucoup comparé parce qu'on vient toutes les deux des îles, ce qui est tout à fait normal, entre guillemets. On a C'est une un peu, comparaison rapide pour le coup, si on se oui, réfère juste mais à ça, ça peut aller très un vite. peu, Je connais beaucoup de futurs Méline Nokandi dans ce cas. ouais, un peu aussi, je pense, parce qu'il est rapide. Mon jeu aussi, il est basé un peu sur la rapidité. Et du coup, ça a été facile pour les gens de nous mettre en relation. Mais je pense que oui, on n'a pas forcément le même style de jeu. Et j'ai envie, comme je l'ai déjà dit, de me faire connaître pour ce que je suis moi. Et j'ai envie aussi d'apporter mes qualités à l'équipe de Metz et Et dans le je futur. pense que Metz a envie de te faire développer des qualités qui ne sont pas forcément les mêmes qu'une joueuse qu'on a eue par le passé, qui va essayer de te faire évoluer aussi d'une manière différente. Cet aspect de futur quelque chose n'est pas forcément adapté puisque le jeu évolue aussi. On en parlait tout à l'heure Exact. avec Chloé Valentini. Oui. Euh, Par contre, toi, Fatima, au poste de gardienne, parfois un tout petit peu différent. On a tendance à se référer beaucoup aux autres joueuses quand on est gardienne. On en parlait la semaine dernière avec Camille Depuiset qui nous disait que plus jeune, elle observait beaucoup la manière de jouer, les postures, etc. des gardiennes qui avaient avant elle. Toi, tu as la chance d'évoluer avec deux gardiennes internationales françaises, championnes du monde encore récemment. Comment ça se passe niveau inspiration? Tu arrives un petit peu à piocher à droite à gauche chez elle des bonnes idées, des bons positionnements, des bons conseils? Bah oui, à chaque entraînement, je demande toujours des conseils à Tadou et qui me donne du coup souvent des bons conseils. C'est impressionnant des fois de la voir s'entraîner Mhm. parce que c'est une gardienne qui a un fort caractère. Elle est imposante dans le but et voilà, c'est un des exemples à prendre. Et Messieurs, vous avez des questions pour nos invités? J'ai une question pour Delia. Je voudrais pas rebondir sur cette comparaison, mais donner un petit ressenti personnel. Mais la première fois que j'ai vu Delia jouer, j'ai un peu pris une claque. Je me suis dit, waouh, c'est quoi cette vitesse? Ça m'a impressionné sur les premiers pas, la vitesse de Delia. Voilà, c'est une petite réflexion personnelle. Ma question est tout autre. Tu es un petit peu la 15e joueuse de cet effectif de Metz Handball. Évidemment, ça te fait un petit peu moins jouer en National 1. Tu as moins de temps de jeu, mais est-ce que tu as quand même la possibilité d'apprendre énormément, même si tu joues un petit peu moins, tu picores quelques minutes par-ci par-là en Ligue des Champions et en championnat? oui, je pense qu'à mes handball, on apprend tous les jours, qu'on soit sur le terrain ou qu'on soit à l'extérieur du terrain. Je pense que quand on est des joueurs, quand on est des joueuses de handball, même en vidéo, on apprend. On n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain pour apprendre, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus vite en jouant. Mais je gagne aussi énormément d'expérience en m'entraînant tous les jours avec des jeux internationaux. Certes, c'est pas exactement la même chose que jouer un match, mais ça reste quand même des joueuses de très haut niveau et j'apprends aussi comme ça. Thomas, c'est à toi que revient la dernière question de cette émission. Deux petites questions en une. Où est-ce qu'on apprend le plus? Est-ce que c'est justement en jouant quelques minutes, mais dans un match de Ligue des Champions, ou en jouant régulièrement en National 1? Et puis la deuxième, Manu Mayonade, je crois que c'était même ici, il y a quelques mois, nous avait dit, c'est pas si simple que ça de recruter pour le centre de formation, parce qu'il faut des joueuses capables de supporter la pression. Comment est-ce que vous faites, vous? Moi, je vais répondre à la deuxième question, du coup. Euh, Moi, je pense que ouais, faut avoir les épaules pour signer à Metz Handball parce que c'est un club qui demande de l'excellence et ça tout le temps, tous les jours, à toute heure. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'entraîner aussi dur tous les jours, d'être aussi régulier aux entraînements, de pouvoir vraiment se donner à 100 voire 130% tous les jours. Quand en plus on est Et loin de chez oui, soi, comme c'est ouais, ton cas, ouais. quitter sa famille, etc. aussi pour certaines. Et du coup, oui, c'est pas, je pense que c'est vraiment pas toutes les joueuses qui sont capables de se dire, ben,
Je vais peut-être pas avoir beaucoup de temps de jeu, je vais peut-être rester 4 au centre de formation, mais après, je vais avoir un très très bon niveau au handball. Je pense que notre génération surtout veut tout de suite jouer au handball, tout de suite se confronter aux meilleurs, mais c'est pas forcément la meilleure formation, selon moi en tout cas. Si je peux me permettre, Mathieu, D'ailleurs, tu vois, j'ai une interrogation pour Fatima, parce qu'elle évolue plus souvent cette saison que Delia en N1. Par rapport à Nina Kanto, alors on voit souvent, nous, d'un regard extérieur, Nina, parfois beaucoup d'humains, mais parfois dur, un petit peu houspiller ses joueuses. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'amour derrière. Comment elle est comme coach, Nina, et à quel point elle arrive à vous faire progresser? Bah, Nina, c'est une coach qui est très professionnelle. Elle sait du coup avoir les mots à tout. Bah, du coup, quand ça va pas, elle sait le dire, elle le cache pas. Et c'est une coach qui est très ouverte. C'est-à-dire que par exemple, quand nous aussi ça va pas de notre côté, on sait directement qu'on peut aller lui parler et qu'elle va nous donner des conseils, elle va nous réconforter. Et à chaque entraînement, on la voit que tous les entraînements qu'elle nous propose, c'est vraiment fait pour nous, pour qu'on progresse. Et c'est une coach vraiment qui est là vraiment pour nous faire progresser. En tout cas, j'incite tout le monde à venir voir les matchs de N1 féminine, même si là, il n'y en a pas un tout de suite, il va falloir attendre un tout petit peu, ça sera dans 3 matchs, hein. Il y a une série de 3 matchs à l'extérieur, mais venez voir les matchs de l'équipe de N1 féminine, vous découvrirez aussi le futur de Metz Handball et vous verrez ce côté de Nina Kanto que seuls ceux qui sont venus voir la N1 connaissent, c'est-à-dire Nina Kanto, coach, et vous allez voir, elle n'a rien perdu en énergie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce Dragon Mag. On espère vous retrouver très bientôt, peut-être avec un encore meilleur rôle avec Metz Handball. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite dans l'avenir. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30 pour un nouveau Dragon Mag. On y parlera de Ligue des Champions, je vous l'avais dit, et on parlera aussi du match contre Nantes. Il y aura de quoi faire. À bientôt.